La ville de Marseillan s'apaisait doucement, alors que le crépuscule peignait le ciel de nuances de violet et de gris tamisés. À l'aéroport international de Garonne, les voyageurs défilaient sans fin dans les terminaux, tirant leurs valises à roulettes, sirotant des cafés trop chers, se faufilant entre les fils avec l'impatience de ceux qui espèrent juste rentrer chez eux, retrouver une réunion, une chambre d'hôtel ou quelqu'un qui leur manque. Parmi eux marchait une vieille femme noire, droite malgré son âge, vêtue d'un costume gris parfaitement coupé, à la démarche calme et assurée, presque royale. Elle portait un petit sac de cuir brun et une écharpe nouée autour du cou. Ses cheveux, gris-argent, étaient tirés en arrière sous un chapeau discret. Elle ne regardait pas son téléphone, elle n'allait pas vite, et pourtant, personne ne semblait oser la bousculer. Elle s'appelait Élise Marais, mais personne autour ne le savait. Ce que personne ne devinait non plus, c'est qu'elle avait été, il n'y a pas si longtemps, directrice adjointe des services de renseignement européens. Elle avait servi 35 ans, discrète, intransigeante. Elle savait garder le silence, mais aussi faire parler les murs si nécessaire. Ce soir-là, elle n'avait ni escorte, ni bagages enregistrés. Elle avait appris depuis longtemps à voyager seule, légère, invisible. Mais ce soir, elle ne resterait pas invisible. Près de la porte d'embarquement B-17, deux agents de la police de Marseillan patrouillaient d'un pas las. L'un, l'officier Antoine Deveau, un vétéran au visage buriné et aux yeux froids, comptait 28 ans de service et presque autant de plaintes classées sans suite. L'autre, Clément Barral, son jeune collègue, observait chaque geste de Deveau avec l'admiration d'un homme qui n'avait pas encore appris à douter de ses supérieurs. Ils s'ennuyaient. Les néons du terminal leur pesaient comme une salle d'interrogatoire sans fin. Quand un message craquela sur la radio de service, sujet suspect, femme noire, âgée, vêtue sombrement, seule, passant par la porte B-17, Deveau se redressa comme s'il venait de recevoir un cadeau. « Là », dit-il en montrant Élise du Menton. Barral hésita. « Elle fait que marcher. »« Elle correspond à la description, » répondit Deveau en réajustant sa ceinture. « Allez, on va lui dire bonjour. » Ils s'approchèrent vite. Aucune politesse, aucune introduction. « Madame, arrêtez-vous immédiatement, » aboya Deveau. Élise se tourna, posée, sans surprise. Sa voix était douce, ferme. « Est-ce qu'il y a un problème, monsieur l'agent ?» Barral traînait quelques pas derrière. « Vous correspondez à un signalement, » dit Deveau en s'approchant trop près. « Comportement suspect dans cette zone. »« Quel comportement exactement ?» demanda-t-elle sans hausser le ton. Deveau l'ignora. « Vos papiers, s'il vous plaît. »« Je vous les donne volontiers, » répondit-elle en glissant lentement la main dans sa veste. « Mais je voudrais savoir sur quelle base légale vous me retenez ici. » La formulation le piqua. « Oh, on a une maline, » marmonna-t-il en lui arrachant la carte d'identité. « Élise Marais, Paris. Qu'est-ce que vous venez faire à Marseillan, habillée comme pour un enterrement? Affaire personnelle, dit-elle simplement. Barral tenta d'imiter son partenaire. « Des affaires? Vous êtes avocate? Quelque chose dans ce goût-là, répondit-elle, sans plus. Deveau ricana. Ou peut-être que vous transportez quelque chose. On dirait que vous savez vous fondre dans le décor. Les trafiquants adorent ce genre de profil. Vous avez mon identité. Il n'y a aucune raison de continuer cette conversation, répondit Élise calmement. Deveau se pencha encore plus près. Vous vous croyez au-dessus des lois, madame? Je sais que j'ai des droits, et je sais que ceci est une forme de harcèlement. Le mot le fit exploser. Pour qui vous vous prenez? Grogna-t-il en lui saisissant le bras. Ne me touchez pas, prévint-elle. Mais c'était trop tard. Barral réagit au quart de tour. Les deux hommes la plaquèrent contre le mur. Elle ne se débattit pas. Mais elle ne se laissa pas faire non plus. Les gens s'arrêtèrent. Les téléphones sortaient. Une femme cria « Hé, c'est une vieille dame !» Le cliquetis métallique des menottes résonna dans le terminal. Deux policiers blancs venaient de jeter au sol une vieille femme noire en costume dans un aéroport européen. Ils ne savaient pas qui elle était. Pas encore. Essoufflé, Deveau la fixa. « Vous allez apprendre le respect à la dure. » Le regard d'Élise s'éleva lentement. Elle fixa Deveau droit dans les yeux et dit d'une voix qui glaça l'air « Je suis Élise Marais, ancienne directrice adjointe des services de renseignement. » Le silence tomba. Barral blêmit. Deveau recula d'un pas.
Vous êtes quoi? Vous venez de menotter et d'humilier une autre responsable de la sécurité nationale. Les caméras continuaient de filmer. D'autres passants appelaient déjà des journalistes. Barral se précipita pour enlever les menottes, les doigts tremblants. Mon Dieu, on ne savait pas. Deveau ouvrait la bouche sans que rien ne sorte. Un nouvel officier apparut, flanqué de 2 collègues. Le commandant Léo Garnier, la cinquantaine, regard franc et dossier impeccable. Que se passe-t-il ici? Personne ne répondit. Élise se redressa lentement, les poignets rouges, la respiration lente mais maîtrisée. Son regard ne tremblait pas. Elle balaya la pièce du regard, fixant chacun des visages, jusqu'à ce que le silence devienne insoutenable. Ces 2 agents m'ont agressé sans raison, sur la base de mon apparence et de leurs préjugés. Sa voix était calme, mais chaque mot vibrait d'une tension froide. Dans le fond, un jeune homme sortit son téléphone. Une autre femme commença à filmer. Quelqu'un murmura « C'est une honte ». Garnier n'hésita pas. Il avait connu Élise à une autre époque. Il savait ce qu'elle avait traversé pour protéger ce pays. Il s'avança de 2 pas, le visage durci. « Agent Deveau et Barral, remettez vos armes et insignes. Tout de suite. » Deveau protesta d'abord, un sursaut de panique dans les yeux, mais il croisa le regard d'Élise et recula. Barral, plus jeune, semblait secoué, figé entre la loyauté et la peur. Finalement, il posa son insigne avec une main tremblante. Les gens applaudirent. Pas d'un applaudissement joyeux, mais d'un soulagement furieux, collectif. Une femme noire humiliée, arrêtée au sol, venait de se relever sans baisser la tête. La vidéo fit le tour du pays en quelques heures. On la vit sur tous les écrans, dans tous les cafés, sur toutes les lèvres. Le lendemain, les journaux titraient « Ex-haut responsable de la Sécurité nationale arrêté illégalement à Garonne ». Le choc fut immense. Les images insoutenables, le visage d'Élise plaqué contre le sol, l'arrogance de Deveau criant résistance alors qu'elle ne faisait que se redresser. Le mutisme de Barral, la peur dans ses yeux. L'indignation monta, pas seulement dans les quartiers oubliés, mais dans les salons bien éclairés, les bureaux de l'État, les écoles de la République. Le ministère de la Justice ouvrit une enquête. La police interne lança une inspection complète. Le dossier de Deveau, que beaucoup croyaient vierge, révéla des plaintes enterrées. Comportement abusif, langage inapproprié, usage excessif de la force. Rien n'avait été retenu, à l'époque. Un système qui se protège comme un serpent qui se mord la queue. La caméra corporelle de Barral montrait qu'il avait hésité, qu'il avait baissé les yeux au lieu d'intervenir, qu'il avait entendu les protestations d'Élise sans y répondre. Il n'avait pas été violent. Mais il n'avait rien empêché. Élise refusa les interviews. Elle n'assista à aucune conférence. Elle déclina les plateaux télé et les tribunes dans les journaux. Mais elle se présenta au procès. Quand elle entra dans la salle, les gens se levèrent, pas par obligation mais par instinct. Une femme âgée, droite comme une colonne, avançait lentement, sans aide, sans peur. Elle s'assit et parla. Elle parla sans colère, sans exagération. Pas de slogan, pas de vengeance, juste la vérité. Elle raconta ce que cela signifiait d'être jugé non pour ce qu'on a fait, mais pour ce qu'on est. Pour une couleur, un âge, une posture. Elle parla de fatigue, de solitude, de dignité. Le jury délibéra moins d'une journée, coupable. Les 2 agents furent condamnés à 6 ans de prison fédérale. Mais Élise ne célébra pas. Il n'y eut pas de champagne, pas de dîner, pas même un sourire. Quelques semaines plus tard, dans sa maison discrète à Vincennes, elle sirotait un thé tiède en regardant les passants derrière sa fenêtre. Le monde continuait, comme si rien ne s'était passé. Les nouvelles tournaient déjà vers autre chose. Elle avait gagné. Mais au fond d'elle, la question revenait obsédante. Et si je n'avais pas été Élise Marette, si je n'avais pas eu ce titre, cette histoire, cette mémoire, aurait-on cru en ma parole? Serais-je encore libre aujourd'hui? Elle connaissait déjà la réponse, et c'est ce qui la hantait. Elle resta ainsi longtemps dans le silence, jusqu'à ce qu'un bruit discret vienne de la boîte aux lettres. Une enveloppe, blanche, sans timbre. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une seule phrase, tapée à la machine. « Tout le monde n'oublie pas ». Elle se figea. Dans les jours qui suivirent, d'autres lettres arrivèrent. Pas des mots de soutien, des avertissements, des silences lourds, une caméra déplacée au coin de sa rue, une voiture stationnée trop longtemps. L'impression que ses pas étaient suivis. Les médias avaient oublié, mais certains, non.
Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva sa porte entr'ouverte. Rien ne manquait, mais ses dossiers, ses photos, ses journaux intimes, déplacés. Elle alluma toutes les lumières, ferma les rideaux, et pour la première fois depuis l'incident, elle sentit la peur. Pas pour elle, mais pour ce que cela signifiait. Elle comprit que ce qu'elle avait dévoilé n'était pas une simple bavure. C'était une fissure dans le mur, et ce mur, ceux qui l'avaient construit, ne toléraient pas les fissures. Le lendemain, elle fit une chose qu'elle s'était jurée de ne plus faire. Elle composa un numéro mémorisé depuis des années. Une voix familière répondit. « Élise, il est temps de ressortir les vieilles affaires. » Une pause. Puis, « Tu es sûre ?» Elle regarda son reflet dans la vitre, le visage fatigué mais ferme. « Ils croient que je vais me taire. Ils ne me connaissent pas. » Et cette nuit-là, dans la lumière pâle de sa cuisine, Élise Marais se remit au travail, pour la vérité, pour les autres, pour ceux qu'on ferait taire, parce qu'ils n'avaient pas eu de titre. Elle avait gagné un procès, mais la guerre, elle, venait juste de commencer.